Bonjour à tous ceux et celles qui sont présents dans cette salle de conférence de presse, le Centre Saint-Pierre à Montréal. Je vous remercie d'être présents en cette journée importante pour le trouble développemental du langage. Je salue en passant les internautes qui se sont connectés sur le direct de la page Facebook de Parlons Dysphasie, Parlons PDL. Alors, je suis un peu désolé de ce délai. Alors, la technologie fait en sorte que c'est des choses qui se passent. Alors, cela dit, donc, aujourd'hui, en ce vendredi 15 octobre, journée internationale de sensibilisation au trouble développemental du langage, qui a été initiée au tout début, en 2012, en Angleterre, avec la campagne Braille, pour sensibiliser à la dysphasie. En 2016, avec le groupe Catalyst, il y a eu 57 experts dans le monde entier qui se sont réunis pour avoir un consensus sur le TDL. Aujourd'hui, cette journée, c'est RADLD, donc c'est-à-dire Raising Awareness of Developmental Language Disorder. Pour le Québec, nous avons créé la semaine québécoise du trouble développemental du langage qui a été réalisée par le regroupement Langage Québec du 10 au 16 octobre pour ça. Donc, une petite mise en contexte au niveau du TDL. Alors, il faut comprendre que depuis les années 60, dans la francophonie, mais aussi surtout au Québec, le TDL a eu plusieurs épellations. Alors, on peut penser à l'audimidité de 1960 à 1980. Ensuite, le terme qu'on connaît plus, la dysphasie. Le trouble primaire du langage de 2004 à 2017. Et finalement, le trouble développemental du langage depuis 2017. À cet effet-là, vous pouvez constater que ce trouble-là existe depuis très longtemps. Et l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, que je salue, a décidé d'utiliser ce terme aussi pour le Québec. Alors, j'aimerais prendre le temps dans cette élocution d'introduction pour remercier certaines personnes et instances pour avoir contribué dans ce projet que j'avais initié il y a environ un an. Alors, dans une symphonie, il n'y a pas juste le chef d'orchestre, mais aussi différents instruments qui permettent de réaliser une œuvre symphonique. Alors, je pense bien sûr aux personnes TDL, dont je les salue, ainsi que les professionnels, par la suite le monde communautaire et finalement le monde politique. Alors, je vous remercie énormément d'être venus pour ce projet-là. Alors, il y a évidemment au niveau financièrement, il y a des professionnels qui ont contribué pour payer cet événement-là. Il y a l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes qui m'ont aidé partiellement dans le soutien de l'élaboration au niveau du plan langagier, mais aussi au niveau de la logistique dans ce projet. Parce que, évidemment, je suis un TDL, alors c'est important pour moi que ça puisse être bien correct pour ça. Et j'aimerais faire un remerciement en particulier auprès de ma collègue Pascal Durocher de Parlons Dysphasie, qui m'a aidé depuis les dernières années à comprendre et à cerner ce que c'est le trouble lui-même. Alors, je la remercie et elle doit sûrement nous écouter présentement. Alors, après 10 ans de rééducation au niveau orthophonique, je suis ici, malgré mon trouble, pour prendre la parole devant vous. Alors, c'est un projet de collaboration et je vous en remercie. Alors, la situation du TDL est majeure au Québec et nous devons réaliser le constat depuis l'existence de ce trouble, donc il y a environ à peu près 61 ans. Depuis 1960, des parents, des associations, des organismes, des orthophonistes, et ainsi de suite, en incluant les professionnels de la santé, ont voulu faire bouger les choses. Cette initiative citoyenne sous forme de point de presse s'ajoute aux nombreuses initiatives qui se sont produites au fil du temps. Alors, je vous pose la question suivante. Pourquoi le TDL, qui est un des troubles neurologiques les plus fréquents de l'ensemble des troubles neurologiques? Donc, on peut penser, quand on parle de troubles neurologiques, on pense évidemment à l'autisme, à la déficience intellectuelle, au TDAH, à la dyslexie, qu'il ne faut pas confondre à la dysphasie, la dyspraxie, la déficience intellectuelle et j'en passe. Pourquoi, de tous ces troubles neurologiques-là,
c'est le trouble le plus fréquent, le TDL, mais le trouble qu'on entend le moins. Alors, c'est une question que je vous pose, puis que je pose aussi auprès de la population québécoise. Pourtant, au niveau de la prévalence, qui est de 7,4%, c'est quand même une prévalence importante. Et ça, cette prévalence-là, c'est un consensus international qui a été créé depuis quelques années dans ce sens-là. Alors, on y va avec un simple calcul. Alors, si c'est 7,4% de prévalence, puis on est au Québec 8,5 millions d'habitants, avec tout âge confondu, on peut estimer qu'il y aurait au Québec à peu près 638 000 Québécois. Donc, c'est énorme. Alors, dans le système scolaire, en éducation, il y a une édition, les éditions Sainte-Justine, dans le livre Les troubles d'apprentissage, comprendre et intervenir, 80% des élèves EHDA, donc on parle des élèves handicapés ou élèves en difficulté d'adaptation scolaire, seraient des troubles reliés au langage et à l'écrit. Donc, si vous souhaitez obtenir plus d'informations, je vous invite à aller voir le site Parlons dysphasie ou l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Donc, dans une autre donnée, dans une publication en lien avec l'École d'orthophonie et d'audiologie de l'Université de Montréal, Mme Savard et Mme Saint-Jean, deux orthophonistes de l'hôpital Rivière-des-Prairies en santé mentale, ont exposé qu'environ 80% des élèves d'âge préscolaire ou préscolaire qui consultent en pédopsychiatrie pour les troubles émotionnels ou comportementaux présenteraient des troubles langagiers. Alors, donc c'est énorme comme pourcentage. Alors aussi, il y a le site de référence Parlons dysphasie ou l'Ordre des orthophonistes et audiologistes pour obtenir plus d'informations. Alors, avant de vous expliquer brièvement la définition, pour ensuite entendre les témoignages des invités, il faut comprendre que le TDL, le constat du TDL, comment ça se manifeste, c'est que dans un premier temps, la faculté du langage et de la communication est l'une des plus complexes de l'espèce humaine. Dans notre société québécoise, et comme chez tous les peuples dans le monde, nous avons besoin d'entrer en relation humaine. C'est un besoin essentiel pour notre survie. La communication fait partie de cette relation entre les humains. De cette relation, nous utilisons en partie le langage qui se retrouve partout. Alors, on peut penser avec la famille, mais aussi avec les collègues de travail, avec les camarades de classe, les relations amoureuses, et j'en passe. Alors, ça peut être autant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, la complexité du langage évolue avec le temps et n'a pas la même exigence que de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, jusqu'à la fin de notre vie. Donc, il y a plusieurs définitions, puis je vais aller bref, mais j'ai décidé de reprendre ce que l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec avait mis de l'avant dans son dépliant en 2018 pour les professionnels de la santé et de l'éducation, mais aussi adressé pour le grand public. Alors, je vais les citer. C'est un trouble neurodéveloppemental présent à la naissance. Le TDL se manifeste par des difficultés importantes de langage et de communication qui peuvent être présents dans les sphères suivantes. Alors, la phonologie, la morphosyntaxe, la sémantique, le vocabulaire, la pragmatique, le discours. Alors, les difficultés langagières définissent le TDL. Ils peuvent affecter tant la compréhension que l'expression. Cela persiste dans le temps et ne peut pas se résoudre d'elle-même. Alors, fin de l'extrait de ce dépliant-là. En résumé, donc c'est un trouble de naissance. On vit avec ce trouble tout le long de notre vie et ça a des impacts, peu importe l'âge. Et pour reprendre une citation de ce que mon père me disait souvent quand j'étais jeune, pour les TDL, on ne va jamais construire une autoroute, mais on va quand même arriver à la destination. Pour ça. Alors, pour mieux comprendre dans l'imaginaire collectif, je vais vous donner 3 exemples qui vont faciliter mieux votre compréhension au niveau visuel.
Alors, c'est comme si notre propre langue maternelle était une langue étrangère à nous-mêmes. Alors, il faut réapprendre, tous les concepts de cette langue. Comme la comédienne Josée Boudreau, qui a fait un AVC, elle a perdu l'usage du langage et elle a dû rééduquer pour réapprendre à parler à nouveau. Alors, on peut dire que les TDL, c'est comme un AVC, mais à la naissance, mais ce n'est pas un AVC. Si un trouble du langage existe, par exemple, sur un autre trouble neurologique, par exemple, on pense au niveau des autistes, on ne parle pas, ou d'une DI, par exemple, on ne parle pas de TDL. On parle d'un trouble du langage qui est associé au trouble, à l'autisme, tout ça. Alors, vraiment, le trouble du langage, c'est vraiment spécifique pour les TDL. Puis finalement, on peut comparer le cerveau de l'être humain comme une passoire à spaghetti, et ça, c'est vraiment mon orthophoniste, Mme Pouliot, qui m'avait donné l'exemple. Alors, je trouve que c'est un bel exemple pour ça. Alors, pour les personnes non TDL, tous les êtres humains, on a un cerveau qui est une passoire à spaghetti. Les non TDL, tout ce qui est le langage et la communication représente seulement l'eau. Dans le cas des TDL, c'est la même passoire, le même cerveau, ça ne touche pas l'intelligence, mais il y a une petite particularité. Les mots simples représentent l'eau, les mots complexes, le sable, les phrases courtes, le gazon, les phrases longues, la roche, les sous-entendus, la paille, les expressions, et j'en passe. Alors, si on met tout ça ensemble, ça jamme. Alors, quand on parle de la réception du langage, c'est exactement ça, puis c'est ça que nous avons, les TDL. Alors, ça prend beaucoup plus de temps avant de maîtriser le langage. Par ailleurs, le TDL est par définition un trouble qui est toujours relié à des troubles associés. Donc, c'est toujours la norme. Ça ne vient jamais seul, le trouble du langage. On a toujours des troubles connexes. Alors, on peut penser évidemment au TDAH, à l'anxiété, à la déglutition, au traitement auditif, à la motricité, et j'en passe. Cela dit, vous avez un aperçu général de ce que c'est le TDL comme définition. Alors maintenant, nous sommes ici pour entendre dans ce point de presse-là différentes personnes dans cette première partie de conférence de presse. Alors, on va commencer par des personnes TDL, et ensuite, il va y avoir des professionnels. Alors, vous devez savoir que chaque discours a été travaillé d'avance, quel que soit le groupe, et c'est sûr que ça l'aide autant les TDL que n'importe qui. Et le but de ce point de presse-là est sur deux aspects. Donc, on met l'objectif, et les témoignages vont aussi aller dans cette optique-là, la non-reconnaissance des Québécois TDL, et ensuite, le deuxième objectif, c'est l'offre de services au Québec. Alors, plusieurs aspects auraient pu être abordés, mais je trouvais que ces deux aspects-là étaient urgents de cibler et à mettre de l'avant pour cela, parce que je trouve que c'est fondamental pour ça. Par la suite, nous allons avoir la deuxième transition, qui va être le groupe communautaire et ensuite politique. Alors là, j'invite, pour commencer, les personnes TDL adultes. Ils vont venir se présenter une à la suite de l'autre. Alors, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole maintenant aux personnes TDL. Parlez proche de votre micro pour qu'on vous entende bien. Bonjour, je m'appelle Mylène Lévesque, j'ai 35 ans. Je suis d'origine du Nouveau-Brunswick. J'ai le TDL et un TDA aussi. J'ai 3 enfants, dont 2 TDL.
en 20 ans, on n'a pas beaucoup évolué. Ma mère, elle a eu beaucoup de difficultés à avoir du service avec moi, qui est TDL. Puis moi, en ce moment, j'ai beaucoup de difficultés aussi à avoir du service pour mes enfants qui ont un TDL. On a le même combat. On vit le même combat, sauf pas avec la même génération. Au Nouveau-Brunswick, on a eu... c'était plus facile d'avoir du support et puis de l'aide. On était dans un petit village, c'était plus facile. Quand je suis arrivée à Montréal, j'avais plus rien. J'ai tout perdu, le service. Puis on dirait que j'avais régressé parce que le service il était pas là. On a rien eu pour m'aider. Donc, c'est ça. Puis, en tant qu'adulte, parce que c'est sûr, on parle beaucoup enfant, mais en tant qu'adulte et mère de 3 enfants, j'ai pas pu avoir beaucoup de services adaptés à mon TDL. Il a fallu que ce soit des gens qui faisaient d'autres programmes, mais pas pour les gens qui ont de la misère avec le TDL. Donc, c'est très difficile de tout gérer. C'est qu'il n'y a personne d'autre qui peut le faire, sauf nous, sauf nos parents. Ils ont tout le temps été là pour nous, toute notre enfance. On peut-tu un peu les laisser tranquilles pour l'adulte, puis laisser les enfants voler par leur propre aile? C'est pas normal que ce soit les parents qui éduquent leurs adultes. Puis nous, en tant que personnes TDL adultes, on veut évoluer tout seul, on veut être autonome sans que nos parents soient en arrière de nous. Donc, c'est ça, avec le support, puis le support, puis comme l'encadrement, excusez, ça venait pas, adapté à nous, à nos propres besoins. On est capable, on réussit très bien. J'ai la preuve, je suis la preuve avec ma mère, mes parents, qui m'aident énormément. Puis, c'est ici que mes parents seraient pas là, je serais pas là ici en ce moment. Donc, si on aurait plus d'accompagnement adapté, on serait capable, puis on ferait tout ce qu'on veut, puis on monterait des montagnes. Donc, en final, plus qu'on a de services, mieux qu'on va arriver dans la vie. On est avec toi, Mila. Merci, Bonjour, je me présente Josée Grégoire. Je suis native de Drummondville. J'ai déjà vécu à Sherbrooke quelques années et je vis à Joliette depuis 2013. Aujourd'hui, je vais vous nommer que depuis seulement 6 ans, on a diagnostiqué chez moi le TDL, le trouble développemental du langage. Auparavant, je n'avais jamais entendu parler, on ne m'en avait jamais parlé. Je ne pouvais pas me reconnaître comme une personne vivant avec le TDL. C'est par un résumé d'un parcours de ma vie, mon parcours académique, lors de 2 présences au collégial, que je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai vécu le fait c'était quoi pour moi le non-reconnaissance, quel impact que ça a eu et le manque de service. Dans mon premier parcours collégial, à Joliette, non, c'était à Sherbrooke plutôt, j'avais des professeurs qui me soulignaient souvent, tu t'impliques beaucoup, t'apprends, on le voit que t'apprends, tu as du potentiel, que tu veux vraiment, mais que le système d'évaluation ne permettait pas de démontrer ton potentiel, de te démontrer à ta juste valeur. Puis, dans leur volonté, ils ne pouvaient pas me donner plus de temps, plus de soutien, parce qu'il fallait un diagnostic en main pour les offrir. Alors, ils m'ont référé
bien sûr, faire une évaluation. Mais l'accessibilité à une évaluation, c'est dispendieux. Et parfois, ça peut prendre du temps. Quelques années plus tard, j'ai fait un deuxième parcours au collégial, à Joliette cette fois-ci. Et là, j'ai obtenu le diagnostic, on m'a reconnu et des services. Mais encore, il faut se poser la question, est-ce que c'est les bons services? Est-ce que c'est suffisant? On m'a donné l'accès à des logiciels de WorkU, Antidote, ce qui me permettait, OK, bon, c'est les mots, mais les mots, je ne les comprenais pas. Les consignes, je ne pouvais pas bien répondre aux exigences. Je ne pouvais pas bien représenter ma pensée clairement et être comprise. Ce n'était pas adapté à mes besoins et adapté surtout au langage. Donc, il faut chercher d'autres ressources. Il fallait aller à l'extérieur, aller à des organismes en TDL, voir des intervenantes en langage, demander du tutorat. Je me suis battue pour demander de l'aide au service en français et quotidien de suivi. Donc, il faut bouger les choses. Il faut pas le service au cégep, tout ça, c'est pas suffisant. Je pouvais vous dire aussi qu'aujourd'hui, pour me préparer, ça prend du temps. Ça veut s'adapter, donner mesure d'un demi-temps supplémentaire. Et moi, me préparer, c'est plus de 12 heures ici. 12 heures à bien organiser mes pensées, à être sûre que je sois comprise, que chaque mot que j'articule soit bien dit. Alors, c'est pour vous donner une idée de la complexité de se préparer aujourd'hui. Imaginez vous se préparer pour une évaluation avec tout le stress en plus. Je peux vous dire aussi, j'ai vécu du jugement. Du jugement de gens qui disent, par des professeurs ou des professionnels, qui disent, tu ne peux pas faire tel ou tel métier. Tu ne pourras jamais faire de conférence à cause de ton trouble développemental du langage. Ben moi, je vous encourage à vous dire que c'est pas la personne, les difficultés, c'est dû à ton trouble développemental du langage, mais si tu as les moyens tu vas pouvoir parvenir à faire ce que tu veux de laisser une chance. Et je vous invite et je souhaite n'importe qui ici, voyez la personne, son potentiel avant tout, aidez-le à se réaliser et à réussir. Merci. Un, deux. Un, deux. Bonjour, mon nom c'est Tania Courtemanche, j'ai 23 ans et je suis étudiante au Collège Antique. De ma part, je veux aussi mettre de l'avant la non-reconnaissance de mon trouble de développement du langage lors de premièrement mon parcours scolaire et aussi mes expériences professionnelles. J'ai deux exemples qui illustrent bien que je trouve que ce sont des situations discriminatoires. Donc, premièrement, au cégep, comme elle a mentionné, on a aussi des outils pédagogiques pour nous aider à soit faire nos examens ou nos travaux. Dans mon cas, j'ai aussi le droit à Antidote, à WorkU et à 50% de temps supplémentaire dans mes examens. Le cégep me l'offre, mais c'est un débat avec mes professeurs. Pourquoi? Parce que selon eux, c'est un privilège que j'aille ces outils et que parfois on me dit « tu n'en as pas besoin » ou « je ne veux pas te le permettre car ce n'est pas juste pour toutes les autres de la classe à ne pas non plus avoir ça. » Et d'ailleurs, hier, j'avais mon examen. La prof, elle a écrit dans le document, lorsque je suis partie dans un local faire mon examen, la soignante m'a dit « Madame Courtemanche, ton prof ne veut pas t'accorder ton temps supplémentaire. Donc, au lieu que tu fasses 3 heures de ton examen, tu vas devoir le faire pendant 2 heures. » Mais madame, c'est pas un privilège, ça. J'en ai besoin. Parce que comparé à d'autres, ça me prend plus de temps pour comprendre la question qui est écrite sur la feuille. Je dois décortiquer chaque mot
Et je dois aussi comprendre le double sens, car on s'entend que les questions au cégep, ce ne sont pas comme des questions primaires, et que nous, c'est plus facile de comprendre des questions primaires que des questions secondaires, je dirais, car on s'entend que c'est au 3e degré. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà, j'ai dû faire mon examen pendant 2 heures hier, puis j'ai juste rempli la moitié des questions. Et donc, je suis super inquiète à ma note, et je suis aussi très inquiète à est-ce que je vais passer au cours. Donc, mon débat avec le cégep, c'est avec les professeurs qui puissent comprendre mes difficultés, mais aussi à ne pas me comparer aux autres. Ils ne l'ont pas. Donc, bref, il faut juste qu'elles comprennent que ce n'est pas un privilège, c'est juste un outil qu'on en a besoin. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est la 10e fois en 5 ans qu'on me fasse ça. Et tout ça, c'est frustrant. Et ça me dégoûte. Je ne me sens pas supportée, je ne me sens pas appuyée et je me sens à l'écart de ça. Deuxièmement, depuis que je suis sur le marché du travail, donc je suis étudiante à temps plein, mais entre-temps, j'ai quelques emplois à temps partiel, j'ai toujours voulu être transparente avec mes employeurs. Donc, j'évite de mentionner que je suis TDL, car je préfère qu'ils se concentrent sur mes attitudes professionnelles et mes capacités et mes forces, au lieu de me limiter en disant c'est quoi le TDL, voyez? Par contre, si je commettais une erreur, et par exemple, si mon employeur apprend que j'ai un TDL, chaque erreur que je vais commettre, donc par exemple que je bégaye lorsque je fasse une présentation, ou est-ce que une faute de frappe, ou etc., peu importe l'erreur, mon employeur va mentionner que c'est à cause que tu es TDL que tu as fait cette erreur, que tu as commis cette erreur. Et pourtant, non, on est tous êtres humains, on peut commettre des erreurs, ça peut être une inattention ou juste, peu importe la raison. Et qu'après, et par la suite qu'on me dise, une fois par mon employeur, que je ne suis même pas supposée d'être sur le marché du travail, je ne devrais même pas travailler au service à la clientèle et que je ne devrais même pas devenir représentant en vente. Puis, à cause de cela, à ma première expérience de travail à 16 ans, ma gérante m'avait envoyée après 1 mois de travail parce qu'elle a su que j'étais TDL à cause que j'ai été à Vanguard, une école spécialisée pour les difficultés d'apprentissage. Elle m'a dit que je ne serais jamais capable de travailler, que je ne suis même pas supposée être sur le marché du travail, que je devrais être sur le BS. Ça, c'est frustrant, c'est décourageant et ça me démotive à vouloir continuer à aller à l'école et à vouloir travailler. Et de même, oui, je peux bégayer trop, mais ça ne m'empêche pas qu'on me comprenne ce que je dis. Et donc, et d'ailleurs aussi, une dernière chose, une fois, mon employeur m'a aussi dit que non seulement j'étais incapable, mais que tous ceux qui ont des limitations intellectuelles, donc mon TDL, ben, il m'a traité de niaiseux, de stupide. Là. Donc, se faire dire ça, c'est juste dégueulasse. Là. Je souhaite que ça arrive à personne. Et pour finir, j'aimerais qu'on me fasse confiance sur mes forces et mes capacités. J'ai travaillé toute ma vie à ce que mon TDL ne paraît pas trop. J'ai été diagnostiquée à 4 ans de TDL. Donc, j'ai vraiment travaillé fort pour que ça ne paraisse pas. Et je ne veux pas que les gens me sous-estiment en se fiant sur les explications données sur Internet et sur les statistiques. Car on n'est pas tous pareils. On a tous nos forces, nos services. On a tous des niveaux. Donc, il y en a que c'est plus le bégaiement, d'autres que c'est plus l'écoute, donc c'est plus... bref, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, de plus, pour finir, si vous souhaitez me connaître plus, je fais des courtes vidéos sur les réseaux sociaux pour exposer le TDL dans ma vie de téléjour. Je vous remercie pour votre écoute. Je laisse la parole à François Dessin. Donc, c'est à mon tour. Alors, quand j'ai initié ce projet-là, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose de majeur là, par rapport au TDL. Là, après, on m'a dit, mais François, c'est bien beau, mais tu as un TDL, donc témoigne donc. Alors, je vais témoigner de mon TDL ici. Alors, pour résumer,
ce que j'entends souvent, c'est que le monde dit tu n'as pas de TDL, François, on t'entend bien. Puis, je viens de vous présenter tantôt un texte. Ça, le texte, je l'ai fini tantôt. Là. Donc, j'ai vraiment rédigé de mon plein gré avec toute l'information que j'ai trouvée. Alors, donc, les gens pensent que j'en ai pas de TDL, mais effectivement, j'en ai un. Mais encore une fois, je fais rappeler que j'ai nommé tantôt que j'ai nommé José Pouliot, donc ça a été mon orthophoniste et c'est encore mon orthophoniste aujourd'hui. J'ai eu 10 ans de rééducation langagier de manière intensive, donc ça allait jusqu'à 3 fois semaine, 3 heures par semaine, donc c'est énorme. C'est comme une personne qui a une jambe cassée, ou une jambe qui est foulée. C'est la même chose. Alors, il faut tout réadapter ça. Alors, moi, c'est la même chose par rapport à ça. Puis, comment ça se manifeste pour moi au quotidien? Alors, je vais donner 2 exemples. C'est que, un moment donné, je suis allé à l'urgence il n'y a pas si longtemps. Et c'était une problématique, surtout présentement, on ne veut pas aller aux urgences. Alors, par la force des choses, je suis allé aux urgences. Après, on connaît tout ça, là, mais j'essaie de me mettre dans la peau. Si je n'avais pas eu ce 10 ans de rééducation, comment j'aurais fait pour expliquer aux médecins, aux infirmières, puis des médecins dans mon dossier, il y en a eu une copole, des infirmiers, puis des infirmières, une copole. Alors, de toujours réexpliquer la même situation, puis là, tu es dans un environnement stressant, angoissé, puis avec un discours, pas un discours, mais je vais trouver ce que je veux dire. Oui, c'est ça. Un domaine précis qui est le domaine médical. Alors, c'est sûr qu'au quotidien, moi, ça va. Tu sais, quand je parle à mon entourage et tout ça, c'est pas là que ça se manifeste, mais c'est vraiment quand je suis dans une situation plus stressante. Donc ça serait comme l'exemple la plus concrète que j'ai vécu de ça. Puis j'ai fait une présentation à l'Université de Montréal et c'était le fun parce que il fallait parler du côté humain et du TDL. Alors là, avec l'expérience que j'avais vue, j'ai combiné les deux et c'était la plus belle expérience de témoignage que j'avais faite. Les étudiants en orthophonie étaient toutes impressionnées pour ça. Ça. Et mon deuxième expérience, il y a quelques années, j'avais fait une autre présentation, puis j'avais mis un livre que j'avais lu qui s'appelait Rouge Poison, qui est une auteure québécoise. Puis il y a quelques années, j'arrivais même pas à lire une page, même pas quelques lignes, et avec toute la rééducation, j'ai permis de réussir à lire ce livre-là qui est à peu près de 250 pages. Quand il y a 2 ans, il y a quelques années de ça, donc à partir de ce moment-là où j'ai pu lire ce livre-là, si on recule il y a quelques années, à ce moment-là, j'ai été capable de travailler très fort pour arriver. Donc c'est vraiment les 2 bels exemples par rapport à mon TDL. Par rapport à ça, alors pour moi, j'y crois vraiment beaucoup à la rééducation que j'ai eue. Ça a vraiment, je vais y aller un peu fort, mais ça a vraiment sauvé ma vie. Parce que tout le... Je ne suis pas suicidaire, là, je précise. Mais je veux dire, ça m'a vraiment permis de m'épanouir comme personne TDL. Comme vous l'avez entendu, chacun d'entre elles, leur discours, alors je pense qu'on est une preuve vivante là, pour ça. Alors je vous remercie de mon témoignage. Et on va laisser maintenant la parole au groupe des professionnels.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Ariane Lacerte. Je suis orthophoniste en pratique privée depuis maintenant 10 ans environ. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'accès aux services en orthophonie. Donc, même si moi, je suis à la tête d'une grosse équipe, d'une grosse clinique de 21 professionnels, on n'arrive quand même pas toujours à répondre à la demande. Donc, on a une longue liste d'attente, on a des mois d'attente, des fois des années d'attente, et je suis au privé. OK? Et l'année passée, on a même dû fermer notre liste d'attente. Donc, même les gens qui appelaient, on devait leur dire que malheureusement, on ne prenait même pas les noms pour les services parce que ça allait trop loin et que ça ne faisait pas de sens pour moi que les gens attendent si longtemps. Au cours des dernières années, j'ai pris l'initiative, comme de nombreuses collègues orthophonistes aussi, de partager mes connaissances professionnelles sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, pour donner des trucs, des conseils aux parents, aux éducateurs, aux éducatrices et aux autres professionnels, en fait, à qui ça peut bénéficier. Dans les dernières années, j'ai partagé, entre autres, des suggestions de livres, des suggestions de jeux, des stratégies pour adapter la vie quotidienne pour que les parents puissent stimuler le langage avec leurs jeunes enfants. Et je reçois de nombreux commentaires, des remerciements, des parents qui sont très, très heureux de tout ça parce qu'ils recherchent des conseils spécifiques pour leurs enfants, pour leurs jeunes. Récemment, pour des raisons déontologiques, les orthophonistes ont été obligés de modifier un peu la façon dont on outille les personnes sur les réseaux sociaux. Donc, de changer un peu la façon, l'information qu'on a le droit de partager sur les réseaux sociaux. Puis, en fait, aujourd'hui, je veux juste vous parler des commentaires que j'ai reçus quand j'ai annoncé publiquement que je devrais limiter ce que je partage comme information, parce que j'ai eu vraiment des commentaires de plusieurs personnes, des parents et autres professionnels, éducateurs, éducatrices qui étaient déçus, qui étaient tristes, qui étaient un peu découragés par cette annonce-là qu'on a fait parce que les parents ils vont chercher beaucoup d'outils à ces endroits-là. Donc, les personnes qui n'ont pas nécessairement de service ou qui sont en attente de service, ils vont chercher beaucoup d'informations sur les différentes plateformes, sur les différents médias qui sont en ligne. Donc, des conseils, des stratégies qui sont offerts un peu, je veux dire, bénévolement, gratuitement par les orthophonistes en ligne parce qu'ils n'ont pas accès à d'autres informations, à des outils plus spécifiques pour eux ou à du suivi. Donc, cette aide-là, selon moi, elle ne devrait pas venir des réseaux sociaux. Donc, les conseils, les trucs, les stratégies, ils ne devraient pas les trouver en ligne. Cette aide-là, elle devrait venir de notre système, de notre milieu public. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, on sait que les études, plusieurs études vont montrer l'importance de l'intervention précoce, d'intervenir chez les enfants dès qu'ils sont jeunes et tout au long de leur vie. Entre autres, en ce moment, offrir une intervention précoce à un enfant, c'est très difficile. C'est très difficile parce que les services ne sont pas là, ne sont pas accessibles. Et ça, pour moi, ça fait aucun sens. Et c'est vrai même quand les parents ont la possibilité d'aller consulter au privé, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, même dans le milieu, que ce soit au milieu public ou au milieu privé, l'accès aux services, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps. Et selon moi, c'est très, très dommage et c'est vraiment très dommage en fait pour l'avenir de tous nos jeunes qui ont des difficultés au niveau du langage. Merci. Bonjour, je suis Stefano Rezzonico, je suis professeur adjoint à l'Université de Montréal et chercheur au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Mon témoignage aujourd'hui est en collaboration avec Natacha Trudeau, ma collègue. Elle ne pouvait pas être ici, alors je tenais à la remercier parce qu'on a élaboré un peu notre message ensemble. On a entendu, l'offre de service doit être bonifiée, le type d'intervention doit être bonifié. Notre rôle en tant que chercheur, c'est celui de fournir des données probantes pour justifier les interventions, pour améliorer l'efficacité, pour qu'on puisse offrir quelque chose qui puisse marcher, en sachant que l'argent n'est pas illimité. On est conscient de ça. On doit trouver les bonnes manières pour que ça soit efficace et que ça puisse être le plus large possible. Alors, la recherche peut contribuer à ça, doit contribuer à ça.
pour arriver à le faire, on a vraiment besoin de la collaboration de tout le monde. On a besoin de collaborer entre spécialistes, experts en méthode de recherche avec ceux qui ont le savoir expérientiel, c'est-à-dire les personnes qui ont un TDL et les cliniciens. Il faut qu'on travaille ensemble avec les institutions pour trouver la meilleure façon de faire, tous ensemble, et que ça ne soit pas juste « je vous dis quoi faire ». C'est pas ça l'idée. Il faut travailler ensemble. Alors, il faut pouvoir vous offrir des projets de recherche qui soient pertinents pour le milieu clinique et pertinents pour les personnes. Et d'autre côté, on a besoin de la collaboration de ces personnes si on cherche des participants. Mais pour tout ça, on a aussi besoin d'argent. Ça va probablement être un investissement. Il y a des données de recherche qui montrent que chaque dollar investi à la recherche sur le TDL rapporte beaucoup à la société, en termes économiques aussi. Alors, on a besoin de ça, mais à l'heure actuelle, il est difficile de proposer un projet de recherche sur l'intervention en TDL et se faire financer. Il y a des organismes qui financent. L'Ordre des orthophonistes et des biologistes du Québec a fait des efforts avec le REPAR pour mettre en place un système de financement de la recherche. Il y a d'autres types d'institutions et d'autres institutions, mais les grands fonds de recherche, c'est difficile de caser le TDL. C'est difficile de le caser parce que c'est entre la santé, l'éducation, l'accès au travail, et c'est difficile de le faire passer devant d'autres problématiques de santé et médicale, et il n'y a pas de fonds de recherche pour le TDL comme il y en a pour d'autres populations. Alors, c'est difficile parfois. Bien sûr, il y a de la recherche. Nous avons des excellences au Québec, à l'Université de Montréal, à McGill, à Concordia, à l'Université du Québec à Trois-Rivières, à l'Université de Laval. Il y a des experts mondiaux, internationaux, qui travaillent. Ils font un travail extraordinaire, mais parfois c'est difficile d'offrir l'intensité de recherche qu'on aimerait pouvoir produire par manque d'accès à ces fonds-là. Alors c'est ça qu'on voulait vous signaler aujourd'hui, parce qu'on a besoin de l'éprouvantes pour offrir un service efficace. Bonjour à tous, je m'appelle Anne Langille, je suis orthophoniste scolaire. Vous avez pu entendre les témoignages des personnes ayant un TDL. Malgré le fait que ce trouble soit invisible à l'œil nu, vous avez certainement remarqué qu'il est loin de ne laisser aucun impact. Cette invisibilité aux yeux des politiques gouvernementales dans le milieu de la santé et en scolaire, mais aussi en recherche, augmente les inégalités. Ce trouble touche un peu plus de 7% de la population, autant les enfants que les adultes, parce que les enfants grandissent et deviennent des adultes. Comme ce trouble neurodéveloppemental est peu connu, il n'est pas non plus reconnu. Il est pourtant l'un des troubles les plus fréquents, devant l'autisme qui touche, lui, environ 1% de la population. Nous savons les impacts qu'un tel trouble peut avoir sur les apprentissages. Le langage étant autant un objet d'apprentissage qu'un moyen pour apprendre, les enfants ayant des difficultés importantes pour apprendre le langage auront par conséquent des difficultés d'apprentissage en général, en langage écrit et dans toutes les autres disciplines. Parce que pour apprendre, il faut comprendre. Moins bien maîtriser le langage signifie également présenter des difficultés dans les interactions de la vie quotidienne et scolaire ou professionnelle. Cela a également un impact sur les relations sociales, la sphère émotionnelle et le comportement. Le TDL étant peu connu, combien d'enfants et d'adultes sont laissés de côté chaque année sans que leurs besoins soient reconnus et sans qu'ils ne reçoivent le soutien pour leur participation scolaire et sociale. Les orthophonistes scolaires, par exemple, ne sont pas interchangeables avec celles de la santé ou du privé, même si leur titre est le même. Elles ont des spécificités, comme celle de connaître le programme scolaire pour soutenir l'élève, mais aussi les enseignants et l'équipe école qui accueille ces jeunes pour leur permettre d'accéder au savoir malgré leurs difficultés et leur permettre une réelle réussite éducative. Nous savons que ces élèves présenteront environ 2 ans de retard sur le plan langagier tout au long de leur scolarité, et non sur le plan cognitif, c'est-à-dire de l'intelligence. Nous savons aussi que ces élèves sont capables d'apprendre, à condition que l'on rende le savoir accessible. Encourager les parents à se tourner vers le privé en remboursant les interventions, c'est penser qu'il faut seulement agir sur celui qui a un problème pour le corriger
et non agir sur l'environnement scolaire. Ce n'est pas être inclusif tel que l'école québécoise le prescrit. Malheureusement, un certain nombre de postes d'orthophonistes, autant en scolaire qu'en santé, sont des chaises vides. Les raisons qui expliquent cela sont simples. Le manque de reconnaissance de notre profession, notamment au niveau salarial. Cette profession qui est la plus féminine en réadaptation, puisqu'elle compte près de 98% de femmes, a été délaissée pendant plus d'une décennie. Au Québec, dans le système public, les orthophonistes gagnent en moyenne 15% de moins que leurs homologues des autres provinces canadiennes. À l'heure actuelle, elles gagnent moins que leurs collègues enseignants, alors qu'elles ont une maîtrise et une imputabilité professionnelle. Nous arrivons donc aujourd'hui à la conclusion que le TDL est un trouble qui touche une grande partie de la population, mais qui n'est pas reconnu, tout autant que les professionnels, les orthophonistes, qui sont les plus à même de soutenir ces jeunes. J'aimerais demander au ministre de l'Éducation, M. Roberge, ce qu'il compte faire pour attirer et retenir des professionnels qualifiés dans les écoles. Et au ministre de la Santé, M. Dubé, s'il compte enfin offrir de vrais services de réadaptation pour les enfants qui présentent des TDL sans qu'ils aient à attendre des mois, voire plus d'1 an, pour obtenir un bloc de 10 interventions. Je souhaiterais également questionner le Premier ministre, M. Legault, pour savoir s'il souhaite toujours donner à tous nos enfants les moyens d'aller au bout de leur plein potentiel, tel qu'il l'a mentionné dans son discours d'ouverture à l'Assemblée nationale le 28 novembre 2018. J'ai envie de demander à nos représentants politiques s'ils souhaitent vraiment soutenir ces jeunes d'aujourd'hui pour leur permettre de devenir les citoyens actifs de demain. Dans notre société québécoise, je pense qu'il est important que l'on donne la place à tout le monde, qu'on laisse la chance à tout le monde de réussir et qu'on soutienne ceux qui sont capables de le faire. Alors si tel est le cas, il devrait fortement considérer reconnaître le TDL et ses impacts, ainsi que reconnaître à leur juste valeur les professionnels qui permettent à ces jeunes ou à ces adultes de réussir et d'aller le plus proche possible de leurs rêves. Merci. Donc, vous venez d'entendre la première partie, donc les personnes TDL ainsi que les professionnels par rapport à leurs interventions selon leur statut. Alors maintenant, nous sommes rendus à la deuxième partie de ce point de presse, celui du communautaire ainsi que le politique. Pour ce qui est du politique, j'ai interpellé l'ensemble des partis qui existe au Québec. Il n'y a pas de partisanerie pour la cause du TDL. Je fais rappeler à titre d'information qu'à l'époque, M. François Legault avait mis de l'avant une pétition comme ministre de l'Éducation en 2001. Aujourd'hui, c'est le premier ministre de l'ensemble des Québécois. On se pose la question pourquoi il se passe rien pour le TDL encore aujourd'hui. Dans cette préparation, j'ai interpellé des centaines d'intervenants, des professionnels de la santé, et qu'ils ressortaient le plus souvent les commentaires suivants que j'aimerais vous exposer. Alors, les parents se retournent souvent vers le privé parce qu'ils n'ont pas de service au public, mais ils sont pas capables de payer des services d'orthophonie ou de neuropsychologue parce que c'est très dispendieux. Selon des orthophonistes, la mission du réseau de la santé est variable et devrait avoir un but précis pour le rôle des orthophonistes. Autre commentaire, c'est toujours variable d'une région à l'autre. Alors, exemple, entre les Laurentides, la Laudière, Laval, l'Estrie, la Capitale-Nationale, le Saguenay, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et toutes les autres régions du Québec, c'est pas pareil. Alors, chaque jeune est différent, c'est sûr, on est tous uniques comme êtres humains. Mais le TDL, ça reste du TDL. Il faut le prendre en considération pour pas que ça ait des répercussions à long terme. Alors, les mesures adaptatives peuvent aider, même technologiques, mais elles ne travaillent jamais
le trouble lui-même. Il faut vraiment rééduquer la rééducation langagier, et cela fonctionne parce qu'on le sait maintenant, le cerveau est plastique. L'équipe école n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour aider les jeunes à réussir à améliorer la progression de leur TDL. Alors maintenant, j'invite le groupe le groupe communautaire qui s'occupe des TDL. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour à tous et je voudrais remercier François Grasset de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui, autant les professionnels que les personnes avec le trouble développemental du langage. Cette année, comme vous voyez un peu à notre droite aussi, il y a l'affiche de la semaine de sensibilisation qui a lieu du 6 au 15 au 10 au 16. 10 au 16. Par la suite, je vais aussi prendre le temps de me présenter. Je me présente à Adrien Côté, directeur général du regroupement Langage Québec. Le sujet me porte beaucoup à cœur parce que j'ai moi-même le trouble développemental du langage. Le regroupement rassemble 8 associations locales qui ont comme but d'aider et de soutenir les personnes avec TDL comme on a vu au début de la conférence aujourd'hui. Notre mission première est de faire de la concertation avec les associations de membres avec nous. Par la suite, aussi, on crée des outils. À la fin de la table, pour les personnes présentes, on a notre guide qu'on a créé l'année passée. On a aussi créé, parce qu'on a un peu parlé, mais aussi le côté difficulté du côté travail des personnes avec le TDL aussi actuellement. Et, un peu comme j'ai dit un peu au début, on est aussi un peu les responsables qui chapeautent la semaine de sensibilisation québécoise sur le trouble développemental du langage. Par la suite, comme on dit, j'ai la mission aussi de représenter nos régions. Ils ont amené quand même plusieurs points importants. Et quand même, il ne faut pas oublier que le regroupement Langage Québec existe depuis maintenant. Depuis 1986, rapporte quand même plusieurs problèmes. Et en plus, comme vous le savez tous, on a eu en plus certains changements de terminologie, dysphasie, trouble primaire du langage et aujourd'hui trouble développemental du langage. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué et qu'est-ce que mes membres nous m'ont surtout rapporté, c'est que malheureusement, avec la période de COVID, les membres de chaque région ont vécu de l'isolement. Même, je peux rapporter même une phrase d'une des directrices qui nous a dit qu'un de leurs jeunes qui ont rencontré, pourquoi que je viendrais aux activités quand je ne suis même pas capable d'aller rencontrer ma famille tout court? Par la suite aussi, il y a eu l'autre gros problème qu'il y a eu aussi, c'est que actuellement, on est très peu reconnus. Actuellement, nos associations membres sont sous-financés. Même nous, en tant que regroupement, et ont une difficulté à simplement remplir leur poste actuel. Les directions, souvent, sont sur le plancher parce qu'ils ne trouvent pas d'employés pour combler leur poste parce que le revenu ne leur permet pas. Et en plus, ajouté avec la période de COVID, chaque assesseur a des activités de financement qui n'ont pas pu avoir lieu en plus cette année. Et ça a encore plus donné de difficultés à la situation financière de chacun. Pour terminer, aujourd'hui, je vous sollicite pour une collaboration pour nous aider à sensibiliser la population au TDL. Chaque petit geste va contribuer à faire connaître ce trouble, beaucoup trop méconnu.
Il serait également souhaitable de pouvoir compter sur l'aide financière et qui pourrait nous aider à fournir des services à nos membres. Et je lance un cri du cœur parce qu'on a vraiment besoin d'aide, surtout à cause qu'on est très peu reconnus. Pour continuer, je voudrais vous remercier de votre attention et vous informer qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale, comme nommé François. Et ce soir, je vous l'annonce, et c'est un peu grâce à la collaboration aussi de Parlons Dysphasie il y a 3 ans, le mât du Stade olympique va être éliminé en mauve pour souligner la journée internationale. Il y a, oui, ici à Montréal, mais il y a plein d'autres endroits à travers le monde, dont aussi la Tour du CN qui va être aussi éliminée en mauve pour souligner la journée du TDL. Pour terminer, malheureusement, on a la chance, et même depuis quelques mois, d'avoir une porte-parole, une jeune femme de 17 ans qui est coureur automobile, qui se nomme Marie-Soleil Labelle. Mais malheureusement, comme elle est quand même en génie mécanique à l'Université d'Ottawa, elle n'a pas pu se présenter. Mais j'ai eu l'autorisation de Marie-Soleil de lire son discours qu'elle aurait apprécié lire aussi même aujourd'hui. Et je le prends le temps surtout parce que j'ai pris le temps de lire son message hier et je le trouve très émouvant et rapporte aussi un peu les faits qu'on a vus avec les jeunes qu'on avait ou les jeunes adultes qu'on avait tantôt. La partie suivante va être le discours que Marie-Soleil a dit aujourd'hui. Je suis né avec une différence, un trouble développemental de langage. Aujourd'hui, je comprends qu'il y avait quelque chose qui clochait dans ma petite enfance. Toute jeune, ma sœur me disait quoi dire lorsque je jouais avec elle. À la poupée ou, au quotidien, elle terminait mes phrases continuelles. Ensuite, à mon arrivée au primaire, ce n'était pas ma sœur qui terminait mes phrases, mais plutôt les élèves de ma classe, ainsi que mes amis et même parfois mes professeurs. Tristement, dans le silence, tout était clair dans ma tête. Je connaissais les mots, les réponses aux questions. On me demande souvent, Marie-Soleil, as-tu un exemple de conséquences du TDL? Imaginez comment une petite fille de première année peut se tenir au retour à la maison à bord d'un autobus écolier quand le chauffeur vient de terminer son trajet et réalise qu'il y a toujours une petite fille à bord de son autobus. Je me souviens très bien d'émotions qui m'habitaient tout au long du trajet et que je me reconnaissais par l'angoisse, la peur, la honte. Lorsque je pense que ce petit moment de vie, je me souviens qu'avant de monter dans le mauvais autobus, j'étais sur le trottoir à regarder l'autobus jaune égaux, de gauche et de droite, qui étaient identiques. J'étais sur le côté à me questionner et essayer de comprendre les directives pour prendre le bon autobus. L'anxiété m'habitait. C'est la même journée que je me souviens d'avoir apporté l'agenda d'une autre élève à ma classe et d'avoir apporté une mauvaise livre de lecture. Peu importe le livre que j'avais apporté, je ne comprenais pas vraiment les histoires. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ma famille à mes côtés. Depuis que je suis toute petite, m'aider à trouver des solutions et surtout l'aide professionnelle au privé, afin de puisse grandir jusqu'au point où j'ai débuté le double baccalauréat en génie mécanique et technologie de l'information informatique de la faculté de génie de l'Université d'Ottawa en septembre dernier. Ma spécialisation académique, Rose de service d'accomplissement Rose, qui est la personne responsable de mon service scolaire à l'université, travaille de concert avec moi. Et l'ensemble des communautés universitaires en vue d'offrir du soutien aux étudiants qui, comme moi, ont tous besoin, tous une différence. Ma différence, mon essence de vie, l'impossible est possible. Pour terminer un peu plus, je viens de finir la lecture de son discours. Marie-Soleil est un très bel exemple de persévérance, mais aussi c'est que quand il y a du financement, ses parents ont investi de nombreux et même des milliers de dollars dans son étude, elle a aidé. Elle a aussi eu la chance d'aller en collège privé et ça permet aujourd'hui que Marie-Soleil est coureur automobile et aussi commence quand même l'université à 17 ans, qui est quand même un cas rare. Mais malheureusement, il y a plusieurs enfants qui sont plus dans le privé. Ils ne vont pas pouvoir avoir cette chance
et je lève quand même un bravo à Marie-Soleil, mais prenez conscience que en n'aidant pas cette population-là, vous pas vous nuisez, mais vous enlevez une certaine chance à des personnes qui pourraient aller à l'université ou même avoir d'autres projets professionnels, d'aller plus loin dans leur vie tout court. Merci. Alors, bonjour, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Merci à François, je cherche pour l'invitation. Merci à tout le monde qui a accepté de partager aujourd'hui vos expériences, votre vécu. Voilà, donc mon nom c'est Pascal Dubois. J'ai plusieurs chapeaux. Là. Je suis au communautaire parce que je suis membre du CA du regroupement Langage Québec, mais je suis aussi orthophoniste auprès d'adolescents, jeunes adultes qui ont un TDL. Et j'ai fait un doctorat en m'intéressant à la transition vers le marché du travail des jeunes adultes qui ont un TDL. Alors, je pense que les points du manque de services, de la non-reconnaissance, ils ont été amplement démontrés par les personnes qui ont parlé avant moi. Aujourd'hui, je vais juste prendre quelques minutes pour vous transmettre mon expérience là, comme stagiaire, postdoctorale maintenant et comme orthophoniste. Donc, en fait, au cours de mon doctorat, j'ai eu la chance d'effectuer un projet de recherche avec 89 jeunes adultes qui ont un TDL. C'est un énorme échantillon, mais ça a demandé énormément de travail. On parlait des défis en recherche tantôt. Ça a demandé la collaboration d'une vingtaine de centres de services scolaires, plusieurs cégeps, centres de réadaptation, plusieurs organismes communautaires. Mais ça a été extrêmement riche. Ça a pu démontrer qu'en fait, il y a une grande diversité de parcours. On a des jeunes adultes qui réussissent à trouver un emploi qui les comble, qui correspond à leurs attentes, qui sont satisfaisants, mais on a aussi des jeunes adultes qui vivent de grandes difficultés. Puis on essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est sûr qu'il nous reste énormément de choses à savoir, énormément. Mais les quelques éléments de réponse qu'on a, c'est que ce qui est aidant, c'est d'avoir un entourage. Donc un entourage, la famille, les amis, mais les enseignants aussi, qui est soutenant. Donc qui donne la chance aux jeunes d'exprimer leurs choix, leurs préférences, de les écouter, ce qui leur permet d'arriver avec une motivation de meilleure qualité quand ils arrivent dans leur recherche d'emploi. Les études postsecondaires aussi peuvent faciliter le fait d'accéder au marché du travail. Mais tout ça, ce que ça nous dit, c'est qu'en amont de cette transition-là, les services sont extrêmement porteurs. Donc, quand j'ai un entourage qui est soutenant, quand j'ai un entourage qui me permet de poursuivre des études, ça augmente mes chances ensuite de vivre une transition vers le marché du travail. Mais aussi, comme orthophoniste qui a accompagné déjà quelques centaines de jeunes, parce qu'en milieu scolaire, on suit des bons nombres d'élèves. Les services offerts, oui, ça permet d'améliorer les habiletés langagières, mais ça va au-delà de ça. Avec les services offerts en collaboration avec les équipes écoles, mais je dirais aussi en collaboration avec les jeunes, on voit des élèves qui arrivent à atteindre les exigences du programme régulier. On voit des élèves qui réalisent des projets divers, des projets concrets avec des retombées dans leur communauté. On voit des élèves qui acceptent de partager leur vécu une fois qu'ils arrivent sur le marché du travail. On voit des élèves qui développent des amitiés significatives, des élèves qui s'épanouissent. Donc, je veux donc inviter toutes les personnes ici présentes, le milieu scolaire, le milieu de la santé, du travail, le politique, à s'intéresser au TDL, à en parler et à soutenir ces jeunes-là. On a tout à gagner à soutenir le développement de leur plein potentiel et c'est notre responsabilité là, de leur en donner les moyens. Alors, je vous souhaite une bonne journée internationale et je cède la parole à mon collègue. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Maryse Boudreau, directrice de l'Association québécoise de la dysphasie, région de la Montérégie. Je suis une maman d'un jeune adolescent de 13 ans avec un diagnostic de dysphasie sévère sur le plan réceptif et expressif, avec une dyspraxie verbale. La dysphasie est un mot que les gens ne connaissent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas parler. Mon garçon a reçu un diagnostic à l'âge de 3 ans. Il est important de comprendre que les gens naissent avec ce trouble et que ceci est permanent. Il y a plusieurs étapes dans le parcours lorsque nous avons ce diagnostic. Tout commence par la maison, la garderie,
le système scolaire et comme jeune adulte et adulte. Avant l'âge de 5 ans, les CLSC nous dirigent dans les centres de réadaptation afin d'avoir les services essentiels dont l'enfant a besoin, soit l'orthophonie, l'ergothérapie, socialisation, travailleur social, etc. Il faut bien comprendre qu'à partir de l'âge de 5 ans, il n'y en a plus de services. Et que dire également de Santé Montréal qui affiche que le TDL est un handicap physique, quand nous sachons tous que c'est un handicap neurologique. Ceci occasionne de la confusion au niveau de l'évaluation ainsi que des services offerts. Savez-vous qu'un rendez-vous en orthophonie coûte jusqu'à 110 $ de l'heure? C'est pas juste un rendez-vous, c'est plusieurs rendez-vous dans le mois. Ceci est un service essentiel pour les gens avec un TDL. Le ministre de l'Éducation avait promis des ressources dans les écoles pendant le COVID, ce qui n'a pas été fait. En tant que maman, je peux témoigner que mon fils n'a pas reçu de service promis et requis. En tant que directrice, notre association est là depuis 32 ans. Il joue un rôle de sensibilisation, d'information et de support auprès de la communauté. Nous recevons des appels de parents venant d'avoir un diagnostic de leurs enfants et ils sont dépourvus car ils ne comprennent pas cet handicap. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Des adultes qui souffrent d'anxiété, des grands-parents qui veulent aider et qui ne savent pas comment. Il est important que le gouvernement aide les familles au niveau budgétaire et que le ministre de l'Éducation ainsi que le ministre de la Santé se penchent sur les services offerts aux gens atteints de TDL. Il y a des besoins criants et encore aujourd'hui, ce handicap est totalement méconnu. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que je crois qu'ensemble, nous pouvons faire la différence. Merci. Donc, nous sommes rendus dans la deuxième partie au dernier groupe qui est le monde politique. Alors, comme je l'ai dit, j'ai interpellé tous les partis politiques. Alors, je vais les laisser se présenter. Alors, au niveau, malheureusement, il y a des partis qui n'ont pas pu se présenter, mais au niveau du Parti québécois, il y a Véronique Yvon qui aurait vraiment souhaité venir prendre parole. Pour ça, qu'au niveau du Parti libéral du Québec, Madame Macaron avait mis de l'avant qu'on pourrait peut-être mettre de l'avant un mandat d'initiative auprès du gouvernement. Alors, il voulait quand même le mentionner pour ça. Alors, je laisse la parole maintenant au candidat. Bonjour tout le monde. Bonjour. Mon nom est Claire Sanson, je suis députée du comté d'Iberville en Montérégie, anciennement élue sous la bannière de la CAQ et maintenant avec le Parti conservateur du Québec. Alors, je voudrais remercier M. Gosselin pour l'invitation. Merci beaucoup, M. Gosselin. Et je dois vous dire d'emblée que vous êtes une inspiration. Vous êtes la preuve vivante qu'avec une intervention professionnelle de qualité et beaucoup de persévérance, tout est possible. Alors, j'apprécie votre invitation. Toutes les questions qui touchent la langue, le langage, l'alphabétisation m'ont toujours beaucoup intéressé et fasciné. Probablement parce que jeune, je bégayais terriblement. Et à la maison, mes parents disaient « Parle comme du monde, Claire ». Et puis, quand j'arrivais à l'école, les religieuses me disaient « Mademoiselle Sanson, chantez donc votre réponse, on va comprendre ».
Alors, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « C'est drôle, Claire, quand tu parles, on dirait que tu chantes un peu. » Ben, j'écoute, j'ai chanté tout mon primaire. Alors, et bon, aujourd'hui, je ne bégaye plus. J'ai été chanceuse aussi dans la jeune vingtaine, alors que je prenais l'autobus pour aller travailler. À tous les matins, il y avait un couple de sourds dans l'autobus. Alors, je les voyais à tous les matins. Puis là, je me disais, c'est une joke, ça. Il me semble qu'ils font toujours la même chose, là. C'est pas sérieux. Et je suis arrêté un soir à l'Institut des sourds, m'informer. Et la religieuse m'a dit, écoutez, madame, on a un cours qui commence ce soir pour les parents d'enfants sourds. Vous pouvez assister si vous voulez. Vous allez voir que c'est vraiment pas redondant. Alors, je suis allé m'asseoir dans la salle de cours et j'ai appris l'alphabet de la lettre A à M. Et là, pendant la semaine qui a suivi, je cherchais dans le dictionnaire des mots qui étaient composés juste des lettres A à M pour pratiquer. Alors là, je suis devenu très rapide sur l'épellation A à M. Je suis retourné la deuxième semaine pour aller apprendre N à Z. Et finalement, j'ai appris le langage des sourds du Québec. Donc, ça m'a toujours beaucoup fasciné, cette capacité de communiquer, l'aisance à communiquer, à quel point c'est important dans la vie pour tout le monde. Et moins chanceuse, il y a 25 ans, j'ai été opérée au cerveau pour une première fois, suite à une rupture d'anévrisme. Et les médecins ont expliqué, surtout à ma famille, là, parce que je n'étais plus vraiment là, qu'il allait probablement y avoir des séquelles importantes, dont, quand tu ne meurs pas, là, des séquelles importantes, soit la perte de l'usage du langage, ou la mémoire, ou la mobilité, etc. Il y avait une longue liste de séquelles possibles. J'ai été chanceuse. J'ai eu une petite séquelle de rien. Il y a un mot que je ne pouvais pas dire, c'était débarbouillette. Ça ne sortait pas des barbouillettes, je l'appelais ça des garbouillettes, je me souviens plus. Et les gens me disaient, c'est correct, Claire, on comprend ce que tu veux. Je disais, non, je ne veux pas que vous compreniez ce que je veux le dire comme il faut. Puis tant que je ne le dirai pas comme il faut, je ne serai pas content. J'ai appris qu'on peut passer sa vie sans dire le mot des barbouillettes. C'est la consolation. Mais j'ai appris à le dire quand même comme il faut, malgré tout, après de nombreuses années. Donc, c'est important, le trouble du langage. Et moi, je peux vous dire qu'en tant que politicienne, je vais faire tout ce que je peux pour introduire le terme TDL dans le langage des politiciens. Et vous m'avez donné des bonnes idées de quelques questions que je pourrais poser au Salon Bleu, soit au ministre de la Santé ou au ministre de l'Éducation, ou les deux, ils s'enverront là-bas. Mais au moins mettre la balle en jeu pour les troubles du langage. Je vous remercie. Merci encore, M. Gosselin, pour l'invitation. My name is Sam Kuhn, and I'm a representative of the Green Party of Quebec. I'm very pleased to be here on behalf of the Green Party, and I thank the organizers for hosting this event. I'm here as a father of 3 children, 2 age 10, twins, and 1 age 9, who have been diagnosed with developmental language disorders. I apologize for not being able to speak French. I'm from Ontario, and I have great difficulty learning to speak French. I want to thank Jimmy Vera from the Green Party for translating my remarks. I'll speak very briefly about how the lack of resources for diagnosis and therapies for children with developmental language disorders marginalizes low-income children in Quebec, especially racialized children. 5 years ago, I attended a meeting at Roslyn School, public elementary school, with the principal, vice principal, teacher, psychologist, occupational therapist, speech therapist, and disability coordinator. Roslyn was a French immersion school. Despite my children only being in kindergarten and without a formal diagnosis, I was advised by the disability coordinator that I would have to come to terms that my children would never be able to speak French.
I felt pressured to attend an orientation session at a core English school and was dismayed when the principal announced that you do not have to speak French in Montreal. We were now in a situation with 2 children in kindergarten being segregated into a core English program at such an early stage without a diagnosis, no hope of therapy, and the inability to obtain a code which would give them extra help at school. What shocked us when we visited the core English schools in Hampstead and Westmount Park was a disproportionate amount of children of color that were being bused into these communities. It was very clear that the school system had given up on my children and they would forever be marginalized in Quebec unless we took drastic action. If you are low income, paying for a diagnosis and therapies is absolutely impossible. As a result, our family had to set up a GoFundMe campaign and reached out to the media. And we also engaged in a 2-month protest outside the Quebec Ministry for Kids with Disabilities, Lucy Charlebois, Liberal. We decided to pull our children out of the English Montreal School Board and enroll them in the Welcome Class for New Canadians operated by the CSDM. In short order, my children were then able to obtain a formal diagnosis with developmental language disorders through the CSDM, and then had the ability to attend amazing specialized private and public interest schools. Because our protests had extensive media coverage, speech therapists volunteered to assess my children for free, and many, many Quebecers donated to our GoFundMe campaign, which allowed us to then hire therapists. My 10-year-old daughter, who I was told would never be able to speak French, now attends an all-French language school offering therapies and underwent a second formal assessment last year. She speaks French to all her friends on the phone after school and even speaks French in her sleep. The lesson here is that, especially in the context of Bill 96, it is imperative that specialized resources for children with developmental language disorders and a commitment to educate our children in French, whenever possible, must be prioritized. Otherwise, we risk expanding an already segregated English education system, marginalizing low-income racialized children in Quebec. We currently have 2 human rights cases pending regarding my children. Merci. Maintenant la traduction. Je suis très heureux d'être ici au nom du Parti vert du Québec et je remercie les organisateurs d'avoir organisé cet événement. Je suis ici en tant que père de 3 enfants, 2 âgés de 10 ans et 1 âgé de 9 ans, qui ont été diagnostiqués avec un trouble du développement du langage. Je m'excuse pour ne pas pouvoir communiquer en français, car je suis originaire de l'Ontario et j'ai beaucoup de difficultés à apprendre à parler français. Je tiens à remercier Jimmy Vieira du Parti vert qui a traduit mes propos. Je parlerai très brièvement de la façon dont le manque de ressources pour le diagnostic et les thérapies des enfants atteints de troubles du développement du langage marginalise les enfants à faible revenu au Québec, en particulier les enfants racialisés. Il y a 5 ans, j'ai assisté à une réunion à l'école primaire publique Roselyne avec le directeur adjoint, un enseignant, un psychologue, un ergothérapeute, un orthophoniste et le coordinateur des personnes handicapées. Roselyne est une école d'immersion en français. Bien que mes enfants ne soient qu'en maternelle et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'un diagnostic officiel, le coordinateur des personnes handicapées m'a dit que je devais, entre guillemets, me faire à l'idée que mes enfants ne seraient jamais capables de parler français. Je me suis senti obligé d'assister à une séance d'orientation dans une école anglaise de base et j'ai été consterné lorsque le directeur a annoncé que, entre guillemets, vous n'êtes pas obligé de parler français à Montréal. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où 2 enfants en maternelle ont été placés dans un programme anglais de base à un stade aussi précoce, sans diagnostic, sans espoir de thérapie et sans possibilité d'obtenir un code de handicap qui permettrait d'obtenir une aide supplémentaire à l'école.
Ce qui nous a choqués lorsque nous avons visité les écoles anglaises de base à Hampstead et à Westmount Park, c'est le nombre disproportionné d'enfants de couleur qui étaient transportés par autobus dans ces communautés. Il était très clair que le système scolaire avait abandonné mes enfants et qu'ils seraient à jamais marginalisés au Québec, à moins que nous prenions des mesures draconiennes. Si vous avez un faible revenu, il est absolument impossible de payer pour un diagnostic et des thérapies. Par conséquent, notre famille a dû mettre sur pied une campagne GoFundMe et s'adresser aux médias pour protester pendant 2 mois devant le ministère québécois des enfants handicapés. Nous avons décidé de retirer nos enfants de la Commission scolaire anglophone de Montréal et de les inscrire à la classe d'accueil pour les nouveaux Canadiens gérée par la CSDM. En peu de temps, mes enfants ont pu obtenir un diagnostic officiel de troubles du développement du langage par l'entremise de la CSDM et ont ensuite eu la possibilité de fréquenter d'étonnantes écoles privées spécialisées dans l'intérêt public. Comme notre manifestation a été largement médiatisée, des orthophonistes se sont portés volontaires pour évaluer mes enfants gratuitement et de nombreux Québécois ont donné à notre campagne GoFundMe, ce qui nous a permis de payer la thérapie. Ma fille de 10 ans, dont on m'avait dit qu'elle ne serait jamais capable de parler français, fréquente maintenant une école entièrement francophone offrant des thérapies et a subi une 2e évaluation formelle l'année dernière. Elle parle français à tous ses amis au téléphone après l'école et parle même français dans son sommeil. La leçon à tirer ici est que, surtout dans le contexte de la loi 96, il est impératif de donner la priorité aux ressources spécialisées pour les enfants souffrant de troubles du développement du langage et de s'engager à éduquer nos enfants en français dans la mesure du possible, sinon nous risquons d'étendre un système éducatif anglais déjà ségrégué qui marginalise les Québécois racialisés à faible revenu. Nous avons actuellement 2 procès de droit de la personne en instance. Moi, je vais devoir vous quitter parce que je vais avoir un trouble du développement de la famille. Ça sera pas long. Ça sera pas long. Donc, nous sommes rendus à la toute fin de ce point de presse. Alors, je remercie encore une fois vous tous, quel que soit le groupe que vous faites partie. Et je trouvais important pour le Parti vert d'avoir un traducteur, même s'il est anglophone, son traducteur pourra le dire, même s'il est anglophone, étant donné que des enfants TDL, je trouvais ça fondamental qu'on puisse entendre ce témoignage-là, parce qu'encore une fois, le TDL, c'est pas juste ici au Québec au niveau francophone, mais aussi dans les autres provinces canadiennes, mais aussi à travers le monde. Alors, c'est dans cette optique-là de la Journée mondiale du TDL pour ça. Alors, je vous remercie. Alors, finalement, pour finir, voici nos demandes. Elles sont claires, précises pour ça. Et je salue Mme Sanson qui doit visiter vos demandes aussi. Alors, je vais vous faire acheminer les demandes par courriel avec plaisir. Alors, pour commencer, les demandes sont basées toujours en lien avec les 2 axes de l'objectif du point de presse, c'est-à-dire la non-reconnaissance des Québécois TDL et l'offre de services. Alors, premièrement, dans le site de Parlons Dysphasie, il y a une page rédigée par ma collègue Pascal Duroger qui avait repris le document du Royal College en 2010 concernant l'analyse coût-bénéfique du traitement des TDL. Alors, 1 $ investi par l'État rapporte 7. Alors, ceux qui vont avec l'argument disant que ça coûte trop cher, malgré le nom, c'est faux. Ensuite, deuxième recommandation, au niveau du site de Parlons Dysphasie, en lien avec la cote 34. Alors, la cote 34, c'est la cote qu'on donne pour les dysphasiques qui sont reconnus sévèrement seulement, mais
du chiffre que je vous ai donné au niveau de la prévalence de 638 000 de TDL, c'est seulement 1/10 d'entre eux qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation au Québec. C'est pas normal. Ce qu'on veut, c'est une cote universelle pour l'ensemble des TDL, c'est tout. On est le seul trouble neurologique, encore aujourd'hui, si on compare l'autisme, la déficience intellectuelle, le TDAH. Je sais que c'est pas parfait ces troubles-là. On a pris conscience collectivement qu'il fallait les aider. Mais là, aujourd'hui, pour nous, les TDL, ce qu'on veut, c'est qu'on soit tous reconnus parce qu'on a vu depuis tantôt que ça fonctionne. Finalement, nous aimerions avoir un comité permanent composé de plusieurs professionnels de la santé. Donc, on pense aux orthophonistes, aux neuropsychologues, aux ergothérapeutes, aux médecins, aux pédiatres, étant donné que le TDL, par définition, est un trouble de la santé et qui n'est pas encore reconnu à sa juste valeur. C'est important qu'il puisse avoir des services multidisciplinaires dans ce sens-là tout le long de notre vie. Et je pense qu'un recueil d'informations pourrait permettre, avec ce comité-là, en incluant évidemment les universités, Montréal, Québec, Trois-Rivières et j'en passe, de créer ça, que ça soit permanent au ministère de l'Éducation. Ça se fait déjà pour l'autisme. Il y a une école, il y a des élaborations au niveau des écoles pour autisme. Il y a la même chose au niveau de l'Institut des troubles d'apprentissage. C'est la même chose au niveau de l'école pour les personnes sourdes. Mais nous, les TDL, encore une fois, il n'y a rien. Alors, ce serait vraiment les 3 recommandations qui seraient les plus urgentes. Et étant donné que Mme Sanson va poser ces questions-là, ça va me faire plaisir de mettre ces recommandations-là. Et je remercie vous tous d'être ici présents. Je vais vous donner la On est efficace ou on est. Et voilà, je vous remets officiellement. Merci. Merci beaucoup. Parfait. Alors, merci beaucoup. Bonne journée à tous.